Donc, j'ai rejoint la plateforme en 2014 et depuis, nous proposons des services à façon dans le domaine de l'édition de gènes avec le système CRISPR-Cas9 qui était encore à ses débuts à l'époque quand Tuan l'a installé sur la plateforme. Les plus qu'apporte la plateforme dans le service, c'est le conseil à la conception en fonction du but des gens à atteindre et une assistance technique quand il est besoin. La plateforme a participé à de nombreux projets sur le site nantais et depuis le départ de Tuan, c'est Ignacio qui a repris le flambeau. Ah oui, je vais retirer mon masque. Donc, le système CRISPR-Cas9 est aujourd'hui bien connu depuis le prix Nobel, évidemment, obtenu par Emmanuel Charpentier et Jennifer Doudna pour cette découverte révolutionnaire de la biologie moléculaire, comme vous le savez. Le système a été découvert chez les bactéries pour se protéger des infections virales. Chez les bactéries, le système est composé de courtes séquences palindromiques répétées issues du génome viral qui sont transcrites en petits ARN qu'on appelle des ARN guides ou short guide RNA. La cible, c'est l'ADN viral pour le dégrader et l'enzyme, c'est la Cas9. Lorsque la séquence de l'ARN guide match avec la séquence virale, la Cas9 est activée et coupe l'ADN sur les deux brins. Jean-Marie, excuse-moi, on est toujours sur la dépôt d'intro. Ça n'est normal. Alors, et là? Toujours? Parce que tu n'es pas en mode diaporama, c'est pour ça. Si, on s'est mis en diaporama, il ne fallait pas. C'est pas ce qu'on voit sur l'écran. C'est ça qui ne marche pas. Et là, ça ne défile pas, là? Non. Bon, on va quitter le modèle plein écran. Voilà, et là, ça défile? Ouais, voilà, ouais, là c'est bien. Ouais. Donc voilà ce que je disais sur la première slide sur le système CRISPR chez les bactéries. Alors, sur ce schéma, j'essaie de récupérer la souris. Sur ce schéma, on a les interactions entre la Cas9, ici en jaune, l'ADN génomique, ici en vert, et l'ARN guide avec sa séquence spécifique, son motif PAM et sa queue 3' qu'on appelle le tracker. Donc, comme je le disais, lorsque le match est parfait, la Cas9 clive l'ADN génomique, 3 nucléotides en haut du motif PAM. Alors, les motifs PAM est de la forme NGG lorsqu'il s'agit de Staphylococcus pyogenes, pardon. Streptococcus, qu'est-ce que j'ai dit? Ah ben non, Streptococcus, c'est ce que j'avais écrit pourtant. Et pour tester j'ai du mal. Hein. La Cas9 scanne, je vais lire mes trucs, c'est plus simple. La Cas9 scanne l'ADN génomique à la recherche du motif PAM. Lorsqu'elle arrive là, elle fait un stop et elle teste l'appariement de l'ARN du guide. Et donc, quand l'homologie est parfaite, elle coupe et libère les deux fragments coupés. Le motif PAM ici est variable selon la souche des bactéries. Il en existe une dizaine. Donc, à retenir sur ce système que la spécificité est portée par les 20 nucléotides de l'ARN guide qu'on a appelé le CRRNA. Qu'advient-il ensuite des fragments coupés? On descend? Non. Elle a souri. OK. Donc, deux possibilités. La réparation spontanée de l'ADN dite non-homologous engineering avec son lot d'erreurs à la réparation, ou de l'autre côté, l'homologie direct repair donneur avec un ADN donneur qui apporte des signaux dans la cellule. Dans le premier cas, la réparation génère des insertions, des délétions ou de simples mutations qui produisent des knockouts éventuellement par décalage du cadre de lecture, apparition des codons stop précoces ou de protéines courtes, tronquées, voire irrelevantes. Dans le second cas, l'ADN donneur avec ses bras d'homologie permet de créer une insertion, une mutation ponctuelle spécifique, une réversion de mutation par exemple, et surtout des motifs exogènes comme des marqueurs de sélection, des sites de restriction ou tout autre gène que l'on souhaite exprimer. À savoir que si l'on utilise deux ARN messagers éloignés en même temps, on pourra faire de grandes lésions et supprimer un exon, voire même un gène. Donc, comme je le disais précédemment, la spécificité du système
CRISPR-Cas9 repose sur les 20 nucléotides du cRNA. Le choix de l'ARN est donc critique dans la technique. Il en existe de nombreux disponibles sur les sites commerciaux, mais la plupart n'ont pas été testés et ne sont pas toujours recommandables. J'utilise donc depuis plusieurs années, et pas que moi, les gens du labo aussi, le logiciel CRISPR du consortium TFOR avec de bons résultats. Il faut avant tout choisir la bonne zone cible en fonction de l'objectif du projet. S'il s'agit d'un simple KO, on ciblera l'exon qui contient le codon Start ATG. Et on trouvera des guides juste en aval, de sorte que la séquence mutée soit au plus près de l'ATG pour donc rompre l'expression de la protéine. Si on cible en plein sur l'ATG, ce qui arrive quelquefois quand il y a un guide, il faut s'assurer du fait qu'il n'y ait pas de codon ATG alternatif à proximité, auquel cas ça peut simplement se décaler de quelques nucléotides, voire d'un ou deux acides aminés. Bien évidemment, dans le cas des KI, on cible la séquence à modifier en fonction de l'ADN donneur. Dans tous les cas, il faut se limiter à insérer 200 ou 300 nucléotides dans le logiciel. La séquence est collée tout simplement dans le CRISPR. On renseigne les espèces, il y a de nombreuses espèces disponibles, et la base des variants pour les mutations et les SNPs. Le logiciel génère la liste de tous les guides potentiels sur le fragment avec un classement basé sur plusieurs critères pour lesquels il calcule des scores. En premier lieu, le score de spécificité, celui qui est basé sur la rareté ou l'unicité des 20 nucléotides dans tout le génome, ce qui n'est pas toujours le cas. Vient ensuite, il nous propose un score d'efficacité sur lequel il va donner la chance qu'il y ait réellement une coupure en fonction des micro-environnements. Il propose un score d'out of frame, c'est-à-dire de probabilité de décalage du cadre de lecture, et surtout la liste des off-target avec leur position relative par rapport au PAM. Et c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Classiquement, les 10 premiers... Hop là. Allô. Hop, c'est bon. Classiquement, les 10 premiers de la liste sont tout à fait intéressants. Il suffit d'en choisir 2 ou 3 dans ces 10 premiers en fonction de l'endroit à cibler pour être sûr d'avoir quelque chose qui coupe. Alors, la suivante. Hop. Ici, on récapitule les événements et comme je vous l'indiquais avant, si vous voyez avec la souris, lorsque l'ATG est là, je choisis les guides juste en aval de sorte qu'ils coupent. On en choisit 3 ou 4. Pourquoi il me fait ça à chaque fois? Hop là. Et le logiciel fournit aussi les primers qui permettent de détecter la mutation. Il a été adapté pour qu'il fasse des fragments de 600 paires de bases et que le guide se retrouve à peu près dans la zone de milieu de façon que les deux fragments soient de taille proche et parfaitement détectés. Donc les off-target, la liste est souvent longue et inquiétante, donc il existe de nombreux motifs qui ressemblent au CRISPR choisi, au guide choisi, et de même, il établit des scores. Quand les scores sont élevés, ce seront des off-target qu'il s'agira de surveiller dans l'expérience pour s'assurer qu'ils n'ont pas été eux aussi atteints par le guide choisi. Ah, ben là, il n'y a rien. Donc, lorsqu'on a choisi la bonne cible, on l'insère dans un vecteur tout en un. Au départ, j'utilisais ce vecteur GeneArt avec ses guides RNA aux extrémités cohésives. Le plasmide était capable d'exprimer les ARN avec le promoteur U6. Il exprimait aussi la Cas9 et en tandem... Ah, la souris, elle ne veut pas. Pourquoi ça va tout le temps la souris? Et il exprimait en tandem un marqueur fluorescent, l'OFP, l'orange fluorescence protéine. Sur la figure ici, on voit une transfection de la lignée 293, je vais y arriver, avec plus de 80% de cellules positives. Mais la technique ayant tendance avec le plasmide à générer pas mal de off-target, puisque il y avait énormément de matrices disponibles, depuis, nous avons shifté sur une méthode avec des ARN synthétiques et la Cas9 protéine que nous achetons.
Le système est assez simple, il suffit de faire une PCR sur une matrice qu'on commande commercialement, puis de faire de la transcription in vitro pour obtenir des ARN de bonne qualité. Évidemment, le succès est lié à la qualité des oligos commerciaux. Lorsqu'ils font, comme ici, une centaine de paires de bases, il commence à y avoir des erreurs et parfois des ARN au lieu d'avoir une seule bande, mais un peu de smear, auquel cas, ce n'est pas bon. Donc, je vous recommande de faire purifier et de contrôler les ARN. Une fois les cellules, lorsqu'on a récupéré l'ADN génomique des cellules et qu'on analyse par le test CRISPR, qui est en fait simplement une PCR suivie d'une dénaturation, renaturation par la chaleur, agaçant ça. Et vous voyez ce qu'il fait l'ordi? Et la T7 endonucléase. Donc, lorsqu'on fait la PCR et qu'on analyse les produits de PCR, on voit ici dans la boîte rouge des smears d'ADN. C'est tout à fait encourageant puisqu'il s'agit en fait des hétéroduplex qui, dû au mismatch, migrent moins vite que le produit wild-type qui est en dessous. Lorsque l'on traite à la T7 endonucléase qui coupe les mismatchs, on voit apparaître en dessous de la bande wild-type qui n'est pas touchée les fragments de PCR dus à la coupure de CRISPR. Ils sont de taille variable puisqu'ils dépendent, en fait, la taille dépend de la distance au primer et aussi leur taux de coupure varie sans qu'on sache trop en donner des raisons. Mais par exemple, cet échantillon-là avait pratiquement 50% de taux de coupure, ce qui est un maximum qu'on arrive à obtenir avec des cellules Golgi. Je tiens à bien préciser que ce système de T7 endonucléase ne détecte que les mismatchs, comme ceci, sur un brin ou sur l'autre. Il ne fait rien au wild-type, comme on peut le voir. Mais si on avait des homozygotes mutés sur les deux brins avec la même mutation, il n'y a donc pas de mismatch, et ben dans ces cas-là, on ne les voit pas. Donc, dans ces cas-là, rien ne remplace… Hop, diapo suivant. Ah, maintenant. Hop. Voilà, rien ne remplace le séquençage Sanger classique. Il suffit de faire séquencer sa séquence wild-type. Et ici, le produit… Comment ça se fait que ça fait ça? Non, il ne faut pas trop bouger. Hein. Dès que je bouge, la souris part dans les décors. Et donc, on voit qu'à l'insertion où se fait l'action du CRISPR, il apparaît double séquence qui se superpose. Il s'agit alors de décrypter les doubles séquences et de retrouver à qui appartient chacune des séquences. Laurent Tesson, dans sa présentation, vous donnera des façons de faire pour lire les doubles séquences. Alors, en résumé de ce que l'activité de la plateforme chez Nocell Edit a pu faire pour la communauté, nous avons fait de nombreuses collaborations pour les différentes équipes du laboratoire, oui, mais aussi des autres labos. Je ne citerai que la seule collaboration que nous avions faite avec Nathalie Labarrière et Lucine Marcotte pour un double KO PD1 et TIGIT dans le système de mélanome. Ça a été publié. Beaucoup d'autres de ces collaborations ont été. Je tiens à signaler la participation très active pendant plusieurs années de Malika Gantier, qui travaillait avec moi sur la plateforme et faisait le travail. Aujourd'hui, elle a émigré chez Tuan dans sa boîte privée. Et enfin, comme vous en aviez entendu parler tout à l'heure, nous avons mis en place le club d'édition du génome que j'ai appelé KEG, là, avec ce petit tonneau pour l'humour, et qui servait aux utilisateurs de CRISPR de la place nantaise de se réunir 3 ou 4 fois par an, de façon informelle, sur un sujet plus ou moins préparé ou une préoccupation de la communauté, pour échanger en fin de journée sur le sujet. Évidemment, depuis le confinement, tout a été un peu décalé et du moins arrêté. Et enfin, pour finir, je vous dirais que c'est bien dommage qu'après mon départ, ce savoir-faire et ce soutien technique aux équipes soient perdus. Voilà, c'est terminé. Personne ne dit rien. Non. J'ai eu un peu de mal, mais je vous ai dit, je suis plus près d'hier. On se tait parce que les micros étaient coupés, Jean-Marie. La souris fait des sursauts. Merci Jean-Marie. On va passer tout de suite à la présentation suivante, puis à la troisième et ensuite on aura un temps de questions avec vous.
voir. Voilà. La 4, voilà, c'est ça. Ah, ils n'étaient pas enchaînés. Ils n'étaient pas enchaînés, non. Tienne, Attends, tout est en train d'ouvrir. ça peut être un problème de. Voilà, ça. Voilà, c'est la Ah. tienne. Il faut partager l'écran, là. C'est ça. Potentiellement. Oui, c'est ça. Oui. Il faut remettre là. Et là, le bleu. Là. Voilà. Ouais. Bon. Bonjour. Alors après toutes ces vicissitudes, là, j'espère qu'on va y arriver, j'espère que ça va marcher. Donc voilà, déjà ça commence mal. Ah, voilà, ça y est. Hop. Donc moi je vais vous parler, donc je suis Laurent Tesson, je travaille sur la plateforme TRIP à l'UDI 64 sous la direction de Ignacio Anegone. Donc je vais vous raconter un petit peu, vous décrire ce qu'on a réussi à faire avec l'outil CRISPR chez Laura. Alors tout d'abord, je vais commencer par un petit peu d'historique parce que effectivement, on a commencé la transgénèse additive à l'époque, dans le milieu des années 90. On ne pouvait faire que ça à l'époque, alors que chez la souris, ils pouvaient déjà faire de l'édition de génome grâce aux cellules ES. Et il nous a fallu attendre, comme toutes les autres espèces, 2008 avec l'arrivée des zinc finger nucléases. Et en 2010, les TALEN, qui sont des systèmes qui nous ont permis d'entrer dans le monde du genome editing. Et on a été vraiment les pionniers à ce moment-là au niveau du rat pour justement créer des knockouts et des knock-in. Ensuite, la vraie révolution est arrivée avec CRISPR puisque sa facilité de design et son coût modique ont vraiment boosté la chose. À partir de là, tout a été très vite. Il a fallu effectivement qu'on enchaîne et qu'on améliore aussi nos outils. Et donc, depuis ce temps-là, effectivement, on est sur la plateforme à faire à peu près 50% de prestations de services et 50% de R&D. Donc, qu'est-ce qu'on a fait donc, avec cet outil? Donc, Jean-Marie a dit, on peut faire des knock-out, des knock-in, que ce soit avec des petits ADN simple brin ou avec des grands ADN double brin. Donc, tout simplement, effectivement, on peut faire des knock-out en utilisant le système du NHEJ, donc, qui amène normalement un frame shift et une dégradation de l'ARN. Donc ça, c'est des projets qui sont relativement faciles à faire. On a aussi pu faire, avec un partenaire, une délétion en utilisant 2 sites CRISPR très éloignés, parce que vous voyez que c'était une délétion de 483 kb. Donc là, on a fait carrément sauter un locus de gène. Et non seulement on a obtenu donc, un knockout de ce locus, mais dans certains rats, on a même obtenu une inversion et une duplication de ce locus. Donc, ce qui a beaucoup intéressé le partenaire avec qui on avait travaillé. On fait aussi bien sûr des caillis avec des petits oligos qui font à peu près 120 paires de bases, hein, c'est souvent la moyenne. On l'avait fait sur le gène du CFTR, donc de la mucoviscidose, où on a fait un knockout par knock-in, c'est-à-dire qu'on a, pour s'affranchir du côté aléatoire du NHEJ qui va faire pas forcément des décalages de cadre de lecture. Là, pour être sûr d'avoir des décalages de lecture, on a mis dans notre oligo, on a mis des codons stop. Et en plus, on a rajouté un site de restriction, ce qui fait que ça nous facilite la tâche au niveau du génotypage. On a aussi, toujours dans le gène de la muco, fait le modèle de maladie humaine en introduisant, enfin, en faisant l'équivalent de la mutation la plus fréquente chez l'homme, c'est-à-dire la delta F508. Donc pareil, avec un oligo, et on a donc effectivement fait sauter ce codon, donc là, sans décalage de cadre de lecture. On peut aussi, autre possibilité, avec un grand ADN, on peut faire donc traquer ces cellules ou ces protéines, donc en ajoutant en 3' ou en 5' suivant votre protéine, évidemment, un T2A GFP, par exemple. Donc, c'est ce qu'on avait fait là sur le gène du FOXP3 ou sur IL22BP. Donc, pour FOXP3, ça permet d'aller suivre et éventuellement isoler la sous-population qui la produit. Et pour IL22BP, ça avait permis de savoir quelles cellules exprimaient cette molécule. Quand on faisait de la transgénèse additive, on envoyait des cassettes d'expression pour faire
la surexpression de gènes, mais c'était sujet à l'insertion aléatoire. Donc, il y avait des fois où ça s'insérait dans des zones de chromatine ouverte et on n'avait pas trop de problème d'expression. D'autres fois, ça s'intégrait dans de la chromatine fermée et là, on avait vraiment du silencing de gènes. Donc, effectivement, là, avec CRISPR, on se met dans un safe harbor, donc style Rosa 26, donc un locus très permissif et où on fait donc le knock-in. Et donc, ça nous permet d'avoir une expression vraiment très bonne et continue dans le temps de notre gène. On peut aussi, on l'a réalisé aussi, donc faire sauter directement la séquence codante d'un gène et le remplacer par un gène reporter, par exemple. Et comme ça permet de voir dans quelle cellule est exprimé ce gène habituellement. Bien sûr, les chaos conditionnels sont possibles. Là, il faut donc générer 2 lignées de rats, donc une dans laquelle on va mettre des séquences LOXP autour d'un exon ou autour d'un gène, suivant ce qu'on veut réaliser. Et il faut faire évidemment une souche qui va exprimer la cré-recombinase, donc soit spécifique d'un tissu, soit ubiquitaire, soit de la cré-ERT2, de façon à ce que ce soit un système inductible. Alors bien sûr, avant de commencer toute stratégie, il faut quand même penser à certaines petites choses. Déjà, savoir si vous avez des outils qui vont vous permettre de caractériser le phénotype que vous souhaitez obtenir. Et si vous n'en avez pas, eh bien, il va falloir penser à justement mettre un tag ou un gène reporter dans le système. Donc, ce qui peut éventuellement compliquer la chose, mais tout est réalisable. Évidemment, il faut bien connaître son gène, il faut savoir s'il y a des isoformes, si c'est une famille de gènes où il y a beaucoup de séquences conservées, évidemment, il va falloir savoir où taper avec le CRISPR parce qu'il ne s'agit pas de déléter différentes séquences de différents membres de cette famille. Il faut savoir aussi si on fait un chaos, si c'est létal à l'état embryonnaire, évidemment, dans quel cas il faudra passer sur un modèle Crelox. Une des choses très importantes, c'est avant de commander le guide, même si vous l'avez choisi sur CRISPR, comme vous a dit Jean-Marie, eh bien, il faut commencer par faire une PCR, optimiser cette PCR pour ne pas avoir de bande parasite, et surtout le séquencer pour vérifier que vous avez bien votre site pour votre sgRNA. Parce que par exemple, chez le rat, on est confronté à ça, puisque les bases de données ont été séquencées chez le rat BN, Brown Norway, et nous utilisons très souvent une souche outbred, qui est le SPRAG, et il n'est pas rare de trouver des différences de séquences. Alors, il est évident que si vous designez un guide et que vous cherchez à faire un knockout sur une séquence où il y a 2 voire 3 mismatchs, évidemment, ça marchera moins bien. Bien sûr, quand on fait une stratégie KI, il faut penser à si la séquence du sgRNA reste entière sur l'ADN donneur, il faut la muter de façon à éviter que ça se recoupe après la recombinaison homologue ou que ça coupe directement votre ADN donneur pendant l'injection. Votre mutation à créer doit être vraiment le plus près possible du site de coupure, de préférence à moins de divers de base. Et puis surtout, il ne faut pas hésiter à prévoir un système qui va vous rendre le génotypage plus facile, c'est-à-dire surtout mettre un site de restriction, comme on l'a vu tout à l'heure pour la validation des KI, et faire attention aussi au niveau de la séquence, où vous mettez vos oligos, savoir s'il n'y a pas trop de repeats de base, des stress d'une dizaine de A ou de C, enfin, ça peut être embêtant, ou des GC riches qui risquent de vous embêter au niveau des PCR et du séquençage. Donc, nous, on pratique tout simplement maintenant systématiquement avec la Cas9 sous forme de protéines que l'on lie avec son gRNA. Alors, l'ADN guide, il peut être sous différentes formes, en dual, en synthétique ou éventuellement issu d'une transcription in vitro. Et on fait rentrer tout ça sur RNP avec ou sans ADN donneur. Alors, quand il s'agit de petits ADN donneurs ou sans ADN donneur, on pratique l'électroporation des zygotes. Par contre, pour un grand ADN donneur, on est obligé de rester en micro-injection. Ensuite, on récupère nos petits rats et au niveau des génotypages, classiquement, au départ, on était donc sur de la PCR et de la T7, mais ça demande beaucoup de manipulation des tubes pour le nombre
d'échantillons qu'on a. Et en plus, ça ne nous satisfaisait pas puisque souvent, comme l'a dit Jean-Marie, les petites insertions des lésions ne sont pas coupées. Donc, on risquait de louper plusieurs choses. Donc, on a été obligé de faire évoluer la chose. Et Jean-Marie vous a expliqué que, effectivement, on voyait les hétéroduplex sur l'électrophorèse capillaire, on voyait les hétéroduplex qui se forment naturellement lors des derniers cycles de la PCR. Et donc, maintenant, nous faisons tout simplement une PCR, un petit coup de centri, on la met dans l'appareil à électrophorèse capillaire et on la fait migrer. Et tout de suite, on voit l'apparition des hétéroduplex, ce qui signe directement, on sait que là, il s'est passé quelque chose, on sait qu'il y a eu du NHJ au niveau de l'embryon. Donc, ça, c'est dans les animaux F0, bien sûr, la séquence derrière. Et ensuite, on prend ces animaux fondateurs et on les croise avec des wild type pour obtenir des F1. Et là, on a des hétéroduplex qui vont vraiment être la signature de la mutation qu'on veut suivre. Et donc, cette signature de mutation grâce aux hétéroduplex, on l'utilise ensuite au niveau des F2 et des générations suivantes comme une vraie signature, et ça nous permet de suivre et de génotyper nos animaux sans plus avoir à séquencer. Donc, ça nous évite beaucoup de temps et beaucoup d'argent aussi. Voilà. Alors, le contrôle qualité des lignées est vraiment très, très important. On traite systématiquement les fondateurs comme des mosaïques, parce que le mosaïcisme est assez fréquent dans nos animaux, même si, quand on fait la PCR, ils ont l'air d'être des homozygotes. Pour déchiffrer les séquences, Jean-Marie disait que j'allais vous parler des petites choses, qu'effectivement, quand on a des séquences d'animaux mosaïques, on a des pics avec 2 ou 3 pics à chaque fois, donc c'est pas évident à faire. On finit par, avec l'habitude, on arrive à les déchiffrer, mais maintenant, il existe des sites sur lesquels on peut aller, que ce soit Tide ou ICE de Saint-Égo, et ces sites-là vont permettre de déchiffrer directement vos séquences, que ce soit pour des KO ou des KI, avec une limite quand même où ils sont capables de détecter des insertions ou des délétions inférieures à 30 paires de bases. Donc là, ça limite quand même pas mal. D'autant plus qu'il faut savoir qu'avec CRISPR, quand ça fonctionne bien, les coupures, il y a souvent des larges délétions, de plus de 250 paires de bases souvent, et que du coup, elles ne sont pas détectables par les PCR qu'on utilise, puisque, par exemple, comme ici, elles peuvent faire sauter l'endroit où un des 2 primers va pouvoir s'hybrider. Donc, du coup, elles ne sont pas amplifiées. Donc, du coup, évidemment, on ne peut pas les retrouver. Quand on est dans le cadre de knock-in avec des grands fragments, eh bien, il est important non seulement de vérifier que effectivement, votre fragment est rentré en faisant une petite PCR dessus, mais aussi de faire des PCR, ce qu'on appelle in-out, de façon en utilisant un oligo dans le fragment que vous avez inséré et en dehors du fragment que vous avez inséré, aussi bien en 5' qu'en 3', pour savoir que ce n'est pas une insertion au hasard, mais une insertion bien en recombinaison homologue à l'endroit où vous souhaitez. Et évidemment, il faut séquencer les zones de jonction pour être sûr qu'il n'y a pas des morceaux qui manquent. Ensuite, quand vous avez un F0 qui vous intéresse, effectivement, il faut espérer qu'il y ait de la transmission dans la lignée germinale, que vous puissiez obtenir des F1 pour pouvoir continuer à vraiment contrôler ce que vous avez obtenu, c'est-à-dire séquencer vos allèles, vérifier le nombre de copies, que ce soit en qPCR ou en digital droplet PCR, parce qu'on n'est jamais à l'abri d'une insertion en concaténaire. Maintenant, effectivement, tout ça a tendance à évoluer vers potentiellement du NGS pour être sûr d'avoir vraiment une photo de ce qui s'est passé. Au niveau des off-target, comme disait Jean-Marie, effectivement, on va s'occuper des 3 ou 4 plus probables, mais il faut savoir, par exemple, quand on est au niveau des animaux, si les potentiels off-target ne sont pas sur le même chromosome, ils vont ségréger au fur et à mesure des générations. Donc là, c'est un petit peu moins embêtant pour nous. Donc, quelques petites choses à savoir. Quand vous créez un décalage de cadre de lecture, ce n'est pas à 100% des fois que vous aurez une absence de protéines. En fonction de la position du codon stop prématuré, il peut y avoir des gradations de votre ARN ou pas. Ça a été décrit. Il peut y avoir aussi un skipping d'exon, ce qui fait que vous aurez une protéine après, une
protéine tronquée, ou effectivement, comme l'a dit Jean-Marie aussi, l'utilisation d'un ATG alternatif. Donc ça n'arrive pas forcément très fréquemment, mais il faut le garder en tête lorsque l'on fait l'analyse de ces lignées. Donc quand vous venez nous voir à la plateforme pour faire développer un modèle de rat, évidemment, on vous accompagne pour mettre en place tous les outils qu'il faudra en vous demandant qu'est-ce que vous souhaitez dans vos rêves les plus fous, et à partir de là, on s'adapte. Et ensuite, on réalise la mise en place des lignées, et ensuite, on vous accompagne effectivement pour la suite au niveau du génotypage. Actuellement, ce qui nous préoccupe, c'est que aussi bien pour faire des KO ou des KI avec des petits oligos, on a des très bonnes efficacités et en plus, on peut le faire en électroporation. Les KI avec des longs donneurs nous posent problème, enfin posent problème à toute la communauté de la transgénèse, puisque ça ne marche pas en électroporation et en micro-injection, on a des efficacités qui sont, on va dire, inférieures à 5%. Donc, actuellement, tout ce qui nous préoccupe, c'est d'essayer d'augmenter l'efficacité de ce KI en suivant plusieurs pistes, en utilisant des longs donneurs simples bras, qui ne sont pas forcément faciles à manipuler, en essayant de les introduire avec des AAV, ou en utilisant des Cas9 fusionnés avec des molécules impliquées dans leur combinaison homologue, de façon à faire pencher la balance vers leur combinaison homologue plutôt que vers le NHEJ. On essaye aussi d'optimiser la formation des RNP en travaillant sur les buffers et sur les ratios SG-Cas9. Pour limiter les off-target, sont sortis récemment aussi des Cas9 de haute fidélité ou d'autres Cas9, la Cas9 12, donc, qui s'appelle CPF1, qui visiblement semble plus spécifique. Et pour limiter le nombre d'animaux utilisés, on s'est mis à essayer de tester, de mettre au point la technique gonade, qui est l'électroporation du RNP directement dans les embryons, dans l'oviducte de la femelle. Voilà, si vous voulez savoir tout de l'état de l'art chez le rat, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil à notre prochaine revue qui va être sous presse très bientôt. Et évidemment, vu le temps imparti, il était impossible de parler de tout ce que la boîte à outils de CRISPR peut nous apporter. J'allais dire, la limite de cette boîte à outils semble simplement la limite de notre imagination. J'aurais pu vous parler de base editing, de prime editing, de CRISPR activation, inhibition, des problèmes sur l'épigénome, mais là, je n'ai vraiment pas le temps, et en plus, on ne l'a pas fait nous directement chez le rat. Et voici là, maintenant, ce sont donc tous mes collègues de la plateforme TRIP qui œuvrent quotidiennement pour essayer d'améliorer tout ce système chez Laura, sous la direction d'Ignacio. Voilà, je vous remercie et je passe la parole à Amandine. Donc, bonjour à tous, c'est bon, vous voyez tous mon écran? Et je peux enlever mon masque. Alors, donc, je me présente Amandine Caillou, je travaille à l'Institut du Thorax dans l'équipe 4 dirigée par le professeur Bertrand Cariou et qui s'intéresse aux dyslipidémies et aux lipotoxicités. Nous travaillons depuis plusieurs années à la modélisation notamment de l'hypercholestérolémie familiale via l'utilisation de modèles hépatiques dérivés de cellules souches pluripotentes induites. Donc, je pense que je ne vous apprendrai pas que les cellules pluripotentes induites, IPS, obtenues après reprogrammation des cellules somatiques issues de patients, permettent de modéliser in vitro la fonctionnalité des mutations, notamment grâce à la capacité de ces cellules à se différencier en n'importe quel type cellulaire, en 2 dimensions ou en 3 dimensions actuellement avec les organes. Alors, la technologie CRISPR-Cas9, dans ce domaine de la recherche, apporte une réelle plus-value, notamment parce qu'elle permet d'obtenir des modèles isogéniques en corrigeant les mutations des patients ou alors en induisant ces mutations dans des lignées contrôle, de façon à pouvoir confirmer que l'effet fonctionnel observé est réellement dû à la mutation elle-même et non pas au fond génétique du patient. Ensuite, on va également pouvoir, grâce à cette technique des CRISPR, approfondir les études fonctionnelles en réalisant des KO spécifiques sur certaines cibles. Et enfin, nous avons observé
que maintenant, il était plus facile de réaliser des CRISPR plutôt que de faire des reprogrammations de patients. Et ce, pour différentes raisons. Donc, par exemple, une première raison, c'est l'accès des cellules de patients qui peut être limité par des limites plutôt d'ordre logistique. Et en utilisant une approche optimisée de CRISPR dans les IPS, le temps de reprogrammation est parfois plus long que le temps d'édition du génome des IPS. Et on peut voir que depuis 2013, le nombre d'articles qui traitent du CRISPR dans les IPS est en constante augmentation. Alors, éditer les IPS présente cependant certaines limites. Une des premières limites, c'est que c'est un modèle cellulaire difficile à transfecter, surtout quand on veut apporter de gros vecteurs. Et pour cela, les nouveaux outils CRISPR, notamment les Cas9 protéiques avec les ARN guides, ont permis de s'affranchir de cette limite. Il y a également différentes solutions commerciales qui ont été développées spécifiquement pour transfecter les cellules d'IPS. Il y a une autre limite qui est plus liée à une activité P53 très élevée dans les IPS. Dans ce papier, ils ont décrit une toxicité des coupures double brin et des HDR induites par CRISPR qui peut être 5 à 20 fois plus élevée dans les cellules IPS que dans d'autres types cellulaires. Donc là, il va falloir jouer avec les conditions de transfection et les concentrations de complexes CRISPR à apporter. Une autre limite à l'édition du génome dans les IPS, c'est l'anoïcose des cellules IPS. Elles détestent se retrouver à l'état unicellulaire. Donc, tout au départ, ce qu'on faisait, c'est qu'on travaillait avec des co-cultures de fibroblastes embryonnaires de souris. Et depuis quelques années, il y a eu beaucoup de produits qui ont été mis sur le marché, notamment pour pallier à cette caractéristique, et ce qui va nous permettre de cultiver les cellules IPS à l'état unicellulaire pour le clonage. Et juste un petit bémol, évidemment, vous pouvez faire vos CRISPR par des boîtes extérieures. Donc, on avait, par curiosité, Syntego on avait demandé à Syntego un devis qui nous avait proposé donc un CRISPR Cas dans les IPS pour la modique somme de 27 500 $. Voilà, donc maintenant, je vais vous présenter notre procédure qui a été optimisée de sorte à faciliter la transfection et surtout faciliter la culture et l'amplification de tous les clones IPS et le génotypage. C'est une procédure, on va dire, automatisable. Donc, la première étape consiste à transfecter un complexe CRISPR-Cas9 développé par IDT. Donc, on va travailler avec la IFI-Cas9, donc une Cas9 à haute fidélité qui va permettre de réduire le taux de off-target. Donc, cette IFI-Cas9 à l'état protéique couplé à un ARN guide, et cet ARN guide va être tagué avec de l'ATO 488. Et quand on veut faire un KI, on apporte un donneur simple brin qui va être tagué Alexa 660. Donc, on apporte tout ce complexe dans les IPS par transfection, par électroporation, et on va laisser les cellules en culture pendant 24 à 48 heures avec du ROCK inhibiteur pour limiter l'apoptose des cellules. Bon, évidemment, les événements d'édition auront lieu dans les premières heures après l'édition du génome, mais les tags fluorescents vont rester dans la cellule jusqu'à 72 heures de culture. Donc, l'étape suivante consiste à trier les cellules IPS avec un cytomètre trieur. Donc, on va les trier en format 96 puits. Donc, quand on veut trier des cellules pour faire un KI, on va trier les cellules doublement marquées avec un tag, avec le tag ATO 488 et Alexa 660. Et quand on veut juste trier des cellules KO, on va simplement trier les cellules qui ont incorporé le tag ATO 488. Pardon. Donc, en général, quand on fait un CRISPR, on trie environ 4 plaques 96 puits. Donc, on se retrouve avec 384 puits en culture. Donc, l'étape suivante, vous imaginez que maintenir en culture 384 puits peut être très chronophage. Donc, ce qu'on a choisi de faire, ça va être de dupliquer notre plaque 96 puits en 2 plaques. Donc, quand elles arrivent à confluence, une des plaques va être directement congelée à moins 80 degrés,
ce qui va nous laisser le temps de tranquillement, entre guillemets, faire notre génotypage sur les clones IPS. Donc, évidemment, toutes ces étapes sont automatisables, mais vous comprendrez bien que tous les clones ne poussent pas sur la plaque. Donc, pour l'instant, on n'a pas encore utilisé les robots pour cette étape. Et la dernière étape consiste à faire un génotypage sur nos clones, comme décrit précédemment par Jean-Marie et Laurent. Donc, pour les KO, on va directement identifier nos cellules par PCR et migration sur gel d'agarose. Et pour les KI, on va ajouter des tests de digestion enzymatique, soit par T7, soit par des enzymes de restriction spécifiques qu'on aurait pu incorporer dans l'ADN donneur. Donc maintenant, je vais rapidement vous présenter quelques exemples de CRISPR qu'on a fait dans les IPS. Concernant les CRISPR-Cas, pour tous les KO, maintenant, on utilise 2 guides ARN. Donc, on va faire une double coupure qui va nous permettre de faire sauter soit un morceau d'exon, soit un morceau d'intron. Pour l'instant, la procédure a été testée par plusieurs équipes à l'Institut du Thorax et elle a permis de faire sauter jusqu'à 15 kb. Dans les IPS, on n'a pas été plus loin pour l'instant. Donc, l'exemple que vous pouvez voir juste en dessous a permis de faire sauter un morceau de 292 paires de bases dans les cellules IPS avec un taux d'efficacité de 81%. Donc, parmi ces cellules éditées, 40% étaient des hétérozygotes, certains ont été perdus ou non édités. Et parmi les homozygotes, donc ils représentaient 25% de nos clones, on avait, je ne vois pas très bien, là. Alors, 9% étaient de parfaits homozygotes et 16% étaient des hétérozygotes composites qui pouvaient également avoir des petits indels ou des insertions partielles. Pardon, qu'est-ce que je voulais dire, des hétérozygotes composites, donc pas le même allèle coupé. Pardon. Alors, pour les KI, donc, comme je vous ai dit, pour les KI, on travaille avec un ADN simple brun, tagué. Et pour l'instant, on n'a pas essayé d'insérer de gros fragments d'ADN. On fait juste des insertions de mutations ponctuelles ou l'insertion d'une petite étiquette moléculaire. Et là, l'exemple que je vous présente a permis d'obtenir 22% de recombinaisons homologues, ce qui est plutôt pas mal dans les cellules IPS. Et parmi ces 22% de recombinaisons homologues, 16% étaient des HDR parfaits et 6% étaient des HDR partiels, donc comme je vais vous dire, avec des petites insertions indels ou juste une partie de l'ADN donneur intégré. Voilà. Et juste pour finir, je voulais juste rappeler qu'il était important de vérifier la qualité des clones après le CRISPR, après toutes les étapes de transfection, de tri cellulaire et d'amplification. Donc pour cela, il faut vérifier que la pluripotence est bien conservée et aussi que l'intégrité génomique est maintenue. Donc pour cela, nous, on travaille avec une compagnie Stem Genomics qui va vérifier l'absence de CNV. Et bien évidemment, on va vérifier que la capacité de différenciation de nos cellules IPS est toujours maintenue et que le CRISPR a bien un effet fonctionnel. Donc on regarde ce qui se passe au niveau ARN, au niveau protéique, et l'effet sur la fonctionnalité. À savoir que, en tout cas, dans notre modèle de différenciation hépatique, l'état hétérozygote ne nous permet pas en général de voir un effet du CRISPR. On est souvent obligé de pousser le CRISPR jusqu'à l'état homozygote pour réussir à avoir un effet. Mais ça, c'est certainement DIF et mutation des plantes. Merci pour votre attention et nous restons à votre disposition pour des questions.